Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14h en direct. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous croyons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, mais aussi d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Durant notre dernière émission, on avait commencé à aborder le thème des déchets nucléaires avec un membre du collectif BZL, Bure Zone Libre. Et aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. On va passer cette émission à évoquer ce thème. C'est Étienne, pas du tout, c'est excusez-moi, c'est Michel Marie du CEDRA, collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Michel, tu es là? Allô? Bonjour Marseille, bonjour la région PACA. Bonjour. J'ai de l'écho. Nous avons un gros problème ici, ça résonne, j'entends quasiment rien. Bon. Alors moi on a toujours un petit moment d'ajustement avec les téléphones. Est-ce que ça va mieux pour toi là maintenant? Non, ça marche pas du tout, ça résonne très dur. Bon, on va essayer de te rappeler avec un autre téléphone. Hein, donc tu peux, je sais pas, tu raccroches. On fait comme ça. D'accord, à tout de suite. Je vais donc en profiter pour vous redonner quelques informations sur la situation à Fukushima, qui évidemment ne s'améliore pas. Il a été maintenant très clairement démontré qu'il y avait eu fusion des cœurs des réacteurs. La piscine du réacteur numéro 4, qui contient énormément de combustible usagé et même du combustible neuf, est en situation extrêmement précaire, c'est-à-dire que beaucoup de scientifiques dans le monde nous expliquent que en cas de séisme important, cette piscine risque de se fissurer, de fuir, et que donc les combustibles seraient mis à nu, ce qui provoquerait un véritable désastre, et que ce serait d'une ampleur jamais encore connue. Monsieur Noda, le Premier ministre, a d'une façon assez cynique déclaré le 6 août, date anniversaire d'Hiroshima, je le cite: « Nous mettrons en place une politique énergétique mixte, grâce à laquelle les gens pourront se sentir en sécurité sur le moyen et le long terme. » Donc évidemment, la politique énergétique mixte, on l'aura compris, inclut le nucléaire. Donc il parle de la sécurité des gens sur le moyen et le long terme. Il oublie de parler du court terme. Et puis, nous avons eu la visite sur le site de ITER à Cadarache du ministre japonais. Il est ministre des Sports, des Affaires culturelles et de la Science. Je ne vous recommande pas l'article de la Provence à ce sujet, qui est parfaitement insupportable. Je crois qu'on a récupéré Michel. Oui, très bien, j'entends formidablement bien maintenant. Oh, mais moi aussi, c'est les merveilles de la technique. Alors, donc on va pouvoir aborder le sujet qui nous préoccupe. Donc peut-être tu vas présenter ce que c'est que le CEDRA d'abord. Oui, alors le CEDRA, donc CEDRA, signifie Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs. On œuvre essentiellement sur la partie est de la France, Lorraine, Champagne, Ardennes. Mais en fait, ce collectif s'intéresse à tous les types de déchets radioactifs, c'est-à-dire que ce soit essentiellement les poubelles, Bure, dont on parlera, mais également des sites comme Soulaine et
Morvilliers dans l'Aube, La Hague dans la Manche, tous les transports de déchets radioactifs, et puis tous les producteurs, partout où on produit des déchets radioactifs, donc par exemple vers Cadarache par chez vous, etc. Donc vous voyez qu'on a vraiment de quoi faire sur ce sujet. Bien. Alors pour commencer, moi je voulais qu'on essaye de reprendre peut-être toute la filière nucléaire, peut-être de l'extraction de l'uranium jusqu'à Bure, et de voir comment chaque opération en fait génère des déchets. Et quel type de déchets ça génère. Tu pourrais essayer de nous faire un petit topo là-dessus Oui. Le problème des déchets nucléaires, il est très simple parce que il est très très vaste et j'ai dit simple, en fait, il est très complexe. Oui. Effectivement, quand on nous présente l'énergie nucléaire comme une énergie propre, et on se sert beaucoup en ce moment depuis quelques années du fait qu'il ne produit pas de gaz carbonique, de CO2, ce qu'on oublie complètement de dire, c'est que à chaque maillon de cette chaîne nucléaire, ça produit effectivement des déchets. Alors nos centrales nucléaires, par exemple, puisqu'on a 80% de notre électricité qui est produite par le nucléaire, il faut du combustible pour alimenter ces centrales nucléaires, et ce combustible, il est à base d'uranium. Et déjà donc, il faut extraire ce fameux minerai. Il a été extrait en France pendant des décennies, et puis on a abandonné les mines d'uranium de France pour aller à l'extérieur, que ce soit le Niger, le Canada, Kazakhstan, etc., etc. Il y a un certain nombre de pays dans le monde qui produisent de l'énergie, enfin de l'uranium, donc du minerai d'uranium. Mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle pudiquement des stériles. Ce sont des déchets de roches de ces mines, mais qui contiennent encore une fraction de radioactivité. Donc, on a déjà dans les mines d'uranium des déchets radioactifs. Ensuite, il faut enrichir. Il faut déjà condenser ce minerai. Ensuite, il faut l'enrichir. Ensuite, il faut faire de fameux combustibles uranium. Et à chaque étape, il y a de la production de déchets, donc de déchets radioactifs. Et puis ensuite, le gros maillon, c'est aussi quand ce combustible est usé, il est retraité à La Hague. Pas tous les pays au monde ne font du retraitement, mais la France a choisi le retraitement. Là encore, il y a des rejets majeurs de déchets radioactifs. Et puis, le combustible usé devient lui aussi un déchet pour un certain nombre de pays. Donc, on se rend compte qu'à chaque étape de la fabrication, du traitement et autres de ce combustible, on produit à chaque fois des déchets. Et ces déchets sont tous différents, pour répondre à la question, sont tous différents sur leur forme chimique et surtout toxique. Il y a des déchets de faible activité, faible radioactivité. Il y en a de moyenne radioactivité. Il y en a de haute et très haute radioactivité, donc extrêmement dangereux. Et puis en plus, se greffent là-dessus des durées de toxicité parce que la radioactivité décroît avec le temps. Donc on a des déchets qui sont moyennement actifs à faible durée de vie, mais d'autres qui sont faiblement radioactifs à très longue durée de vie, et jusqu'au pire qui sont de très haute activité, mais à des durées de vie quasiment éternelles, puisqu'on a des déchets radioactifs sur les bras pour des milliards d'années. Donc vous voyez un petit peu la complexité du problème, oui. Et en France on a des montagnes de ces déchets. Alors, pour revenir sur tous les maillons de la chaîne, là, en fait, quand on extrait de l'uranium, dans les mines d'uranium, on n'en utilise qu'une très petite partie, en fait, une infime partie. En effet, puisque quand on prend une tonne de minerai, par exemple, en fait, on ne trouve que quelques pourcents de ce minerai qui est utilisé, de 3% jusqu'à 8% dans les meilleures mines. Mais en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a plus de 90% qui devient du déchet. Qui devient du déchet, qui est laissé sur place en l'état, comme on voit maintenant encore dans les mines, dans le Limousin, dans les anciennes mines d'uranium. On a même fait avec ces stériles là dont tu parlais, c'est-à-dire ce rebut. On a fait des revêtements de routes, des revêtements de stades. Enfin, mais ça c'est laissé dans la région, sur place. Oui, ça fait partie des aberrations du nucléaire, où on a extrait effectivement le minerai, et tout le reste, les 90% de rebut, bien plus que 90% en France, puisqu'on avait une teneur d'uranium encore moins inférieure, j'allais dire, par rapport à certains pays. Et tous ces rebuts, on a voulu ce qu'on appelle, ce terme pudique aussi, on a voulu les valoriser. Donc on les vendait ou on les donnait aux riverains, et ce qui fait que ce soit en Bretagne, dans le Limousin ou dans toutes ces régions de France où on a extrait de l'uranium, le déblai servait de remblai dans des fermes où on le voit, Guignon par exemple en Saône-et-Loire,
sur un terrain de foot, un parking de terrain de foot. Enfin, on est vraiment sur des choses invraisemblables. Et puis ces mines qui étaient sous l'égide de la COGEMA, Areva maintenant, très souvent ont été laissées en l'état, et ce sont les citoyens, les locaux, qui se battent pour obtenir une certaine réhabilitation, mais en fait de réhabilitation, on ne peut pas réhabiliter parce que ça coûterait des sommes invraisemblables, et on est donc avec ces montagnes de déchets faiblement radioactifs, mais qui sont là pour des millions d'années, puisqu'on parle d'uranium. Voilà, et puis on est bien d'accord, enfin bon, je parlais à quelqu'un qui est dans le Limousin, là on est bien d'accord qu'il y a des augmentations dramatiques de taux de cancer autour de ces sites miniers, comme tu l'as très bien dit, entre guillemets, valorisés. Bon, ensuite, on enrichit l'uranium et puis on le met dans les je simplifie, hein, et on le met dans les réacteurs. Et une fois que le combustible a servi, c'est-à-dire à faire bouillir de l'eau, hein, ces barres de combustible, qu'est-ce qu'on en fait exactement ? On les met dans des piscines déjà, je crois, pour qu'elles... Alors le combustible usé, en fait, il a deux voies ensuite. Les pays nucléarisés au monde, dans le monde, ont choisi deux voies de gestion. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a ceux, notamment les États-Unis, qui ont décidé que le combustible usé était un déchet. Voilà, point final. C'est un déchet, on n'en parle plus, on ne sait pas quoi en faire, on le stocke, on l'enfouit, on fait tout ce qu'on veut. Bon, mais c'est un déchet. Par contre, il y a d'autres pays comme la France, l'Allemagne, le Japon, qui ont décidé de retraiter, on va dire pudiquement encore recycler ces combustibles usés, de manière à en retirer des matières dites valorisables, c'est-à-dire une petite partie d'uranium qui pourrait être réutilisée et une petite partie de plutonium qui était très intéressante pour un pays comme la France puisque ça permettait de faire des armes atomiques. Et puis, alors avec ce retraitement, par contre, le gros problème, c'est que ça rejette en gaz et en liquide des produits extrêmement toxiques, extrêmement radioactifs. Et puis en plus, ça crée des déchets radioactifs incommensurables. J'allais dire, là, c'est une catégorie qui n'existait pas avec les combustibles usés, et cette catégorie n'existait pas. Et le retraitement fait qu'il y a une catégorie de déchets qui est produite. Et donc, c'est pour ça que ce retraitement est extrêmement décrié, tant pour le peu de déchets radioactifs qu'il produit, que pour le coût qu'il apporte lui aussi. Donc, on est là avec deux politiques extrêmement différentes dans le monde. Et donc, à l'usine de La Hague, c'est bien là qu'on sépare, oui. On sépare l'uranium et le plutonium qui restent qui sont dans le combustible usé. Hein, c'est bien à La Hague que ça se passe, ça. Alors, chez nous en France, c'est bien là que ça se passe. Et quand je parlais de rejets extrêmement toxiques et en quantité extraordinaire, il faut savoir que nos centrales nucléaires, nos réacteurs nucléaires, on en a 58 en France, nos réacteurs nucléaires rejettent de la radioactivité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et bien la Hague a l'autorisation de rejet radioactif, et ces autorisations de rejet sont supérieures à l'addition de tous les rejets des centrales nucléaires françaises. Donc pour dire que la Hague, qui se trouve dans la Manche, et donc en Normandie, est un point de fixation toxique, donc radiotoxique, extrêmement puissant. Oui. Ils n'avaient pas besoin de la construction de l'EPR en plus. Et puis voilà, quelqu'un disait depuis un certain temps, en France, avec ces déchets radioactifs, on est comme une baignoire qui déborde. Et au lieu de fermer le robinet, nous en France, on est plus intelligents que les autres. On rajoute un robinet qui s'appelle donc le fameux réacteur EPR. Donc, on marche sur la tête, quoi, en quelque sorte. Bon, oui, ça. Donc, une fois qu'on a séparé le plutonium et l'uranium, alors je crois qu'ils appellent ça l'uranium de retraitement, c'est ça ? C'est comme ça qu'ils... Oui, alors là, ça se complique un petit peu parce qu'une fois qu'on a retraité le fameux combustible usé, on a une partie de déchets ultimes. Donc, ceux-là, ben voilà, on les a sur les bras, il va falloir les gérer. On va en reparler juste après. Oui. Et puis, le plutonium, on s'en servait pour faire des armes atomiques, mais maintenant, il y en a assez, il y en a largement de trop, même dans le monde entier. Donc, que faire de ce plutonium, qui est une denrée extraordinairement toxique, le plus toxique que l'homme ait jamais inventé. Donc, il y a une partie donc, de plutonium et une partie d'uranium. Et là, ce qu'on a voulu faire pour s'en débarrasser, j'allais dire, c'est que nos élites ont inventé un nouveau combustible qui s'appelle du MOX.
c'est un terme anglais qui veut dire en fait mélange d'oxyde. Et donc on mélange l'uranium de retraitement et le plutonium pour faire ce nouveau combustible qui irait dans les centrales. Mais les pays au monde et EDF en France ne sont pas très chauds pour manipuler ce combustible parce que justement il est beaucoup plus instable, j'allais dire, que le combustible à l'uranium. Il est beaucoup plus toxique puisqu'il y a du plutonium. On pourrait le détourner, certains mouvements pourraient le détourner pour en tirer le plutonium qui a des fins militaires. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une aberration et on commence à se poser des questions maintenant sur ce MOX, est-il bien intelligent de s'en servir en quelque sorte. Et puis ensuite, quand ce MOX aura été dans les centrales et qu'il aura été usé, on revient au point de départ, qu'est-ce qu'on fait des combustibles usés MOX qui sont beaucoup plus toxiques, qui dégagent beaucoup plus de chaleur que les combustibles usés classiques à l'uranium. Alors en fait, on a inventé ce fameux MOX. Il y a d'ailleurs un des réacteurs de Fukushima, le réacteur numéro 3, était alimenté avec ça. Et je crois qu'en France, il y a une vingtaine de réacteurs qui marchent avec ce MOX sur 58. Ce MOX, en fait, il a été inventé, enfin, parce que il faut absolument faire cette espèce de propagande qui explique que on peut recycler les déchets nucléaires. Donc le MOX a été inventé pour expliquer que le plutonium et l'uranium, on savait quoi en faire, on les remettait ensemble et tout allait bien. Alors le MOX, juste entre parenthèses, était fabriqué à Cadarache, parce que ça nous concerne. Comme l'installation n'était pas aux normes sismiques, il a été arrêté et transféré à Marcoule, qui est quand même sur une faille sismique. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc on a tout ça sur les bras. Et puis je voulais te demander, on a parlé à un moment donné de la Sibérie, que les Français envoyaient de l'uranium en Sibérie. Il y avait eu une émission de télévision là-dessus, déchets radioactifs, le cauchemar du nucléaire. Alors pourquoi on envoie de l'uranium en Sibérie ? Oui, alors ça fait aussi des tours de passe-passe de la filière nucléaire française, où on nous dit que le combustible usé est recyclé à 96%. Sauf que justement, quand on retraite notre combustible usé, il y a une partie de l'uranium, donc ce qu'on appelle l'uranium de retraitement, qu'il faudrait affiner, qu'il faudrait surtout réenrichir à nouveau pour en faire du combustible. Or, en France, on ne sait pas faire ça, contrairement à ce qu'on nous raconte partout. On ne sait pas faire ça et on l'envoie donc en Sibérie pour qu'il soit retraité. Sauf qu'il qu'il soit enrichi, non pas retraité. Voilà, c'est l'uranium de retraitement qui devrait être enrichi en Sibérie. Sauf qu'il ne l'est pas. Alors il est stocké, il s'accumule en Sibérie, et ce qui fait que le fameux 96, c'est ce qu'on appelle pudiquement, pour ne pas dire que ce sont des déchets, on appelle ça, et quand je dis on, vous avez bien compris, oui, c'est pas toi, oui. Alors les industriels du nucléaire, les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics appellent ça des matières valorisables. Donc c'est pas valorisable aujourd'hui, mais ça sera peut-être valorisable dans 10 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans. Alors donc c'est pas des déchets, c'est pas considéré dans les déchets, et ce qui fait qu'officiellement on peut dire que notre combustible est recyclé à 96%. Mais on est très très loin du compte, et la Cour des comptes elle-même s'est penchée il y a pas longtemps sur le sujet, suite au fameux documentaire en question. Par exemple, le Haut Comité sur la transparence, etc. du nucléaire s'est penché sur la question et a découvert qu'effectivement, le combustible usé n'est retraité que la filière nucléaire en fait ne revient grosso modo qu'entre 10 et 20% de donc tout le reste, c'est du déchet. C'est du baratin et de la propagande, on est bien d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un organisme qui est chargé de gérer, de suivre le stock de ces déchets en France ? Alors en France, la seule chose à peu près qui est à peu près bien faite, c'est que ces 10 pouvoirs publics, après bien des péripéties et après bien que les populations se soient rebellées un peu partout où il y avait de ces déchets, les pouvoirs publics ont décidé qu'il y avait de créer un organisme national qui gère tous les déchets du nucléaire. C'est donc un organisme qui s'appelle ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Alors le malheur veut que pour ceux qui vivent ces sujets-là du nucléaire, l'ANDRA est un organisme, j'allais dire, qui vient de la filière nucléaire. Donc quand on vous parle de transparence, pas du tout, c'est l'opacité la plus complète sur les sites poubelles, puisque nous les appelons comme ça.
vous avez un mal fou à obtenir des réponses bien précises. On donne de l'argent aux associations de riverains qui sont autour pour acheter leur silence. Enfin bon, cet endroit n'est pas du tout, autant ça pourrait être une bonne idée de faire un organisme qui gère tous les déchets, autant la pratique montre qu'on est très très loin du compte et très très loin de ce que voudrait, j'allais dire, un système démocratique républicain. On retrouve ça un peu partout. Alors, je repensais, donc en fait, tous ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Mais où on les stocke, où on les met? Il y a eu une époque où je crois qu'on les balançait dans l'océan, non? Oui, alors le problème de ces déchets, c'est que pendant très longtemps, on a dit, oui, effectivement, le nucléaire, c'est quelque chose de merveilleux, etc., etc., sauf qu'il y a un gros problème, il y a le problème des déchets. Alors le public n'en a pas entendu parler puisque le nucléaire était propre et nous rendait beaux et indépendants, etc. Mais bon, les industriels, eux, se rendaient compte, et les pouvoirs publics se rendaient compte qu'il y avait ces montagnes qui s'accumulaient, et la réponse a toujours été, oui, c'est un vrai problème, mais on verra plus tard, on va bien trouver une solution. Et ça a été dans les années 60, 70, 80, et puis dans les années 80, et avant, effectivement, on avait trouvé un tour de passe-passe, encore une fois, c'était de balancer ces déchets, une certaine catégorie de déchets, les moins pires, de les balancer à la mer, ce qui ne résolvait ni le problème de tous les autres qui étaient beaucoup plus toxiques. Et à partir de 1980, je dirais quand je dis là, c'est au niveau international, tous les pays nucléarisés ont trouvé la solution. La solution elle est toute simple, c'est on les stocke sur place, on fait des tumulus, des espaces de montagne, et on attend que leur activité disparaisse. Alors ça c'est pour les moins pires. Il se trouve donc il y a une poubelle nucléaire comme ça qui se trouve à La Hague, juste à côté du centre de retraitement, piloté par l'ANDRA. Et une autre, La Hague étant saturée, il y a une autre poubelle qui s'est ouverte dans les années 90, c'est à Soulaine, un petit village dans l'Aube. Et là aussi c'est un tumulus, et donc on stocke les déchets radioactifs, et là c'est ce que publiquement, là aussi, on appelle des déchets à vie courte. Et vie courte, quand vous vous intéressez au sujet, vous vous rendez compte que quand on appelle vie courte, c'est au minimum 300 ans. Donc ça veut dire que ces déchets-là, il faut qu'ils restent en surface, comme ça, gentiment, pendant 300 ans. Et apparemment, ça se passe à La Hague, a priori, ça se passe pas très très bien, ce stockage. Oui, alors ça ne se passe pas bien parce qu'en fait, on ne devrait mettre dans ce centre de stockage que des déchets dits à vie courte. En fait, il est mélangé, on ne sait pas séparer trop les radioéléments des déchets, donc on y trouve par exemple du plutonium, et comme à Soulaine par exemple. Or, le plutonium a une durée de toxicité de 240 000 ans. On est donc très très loin des fameux 300 ans qu'on promet aux populations locales. Donc là aussi, il y a une entourloupe majeure. Quand on fait une poubelle nucléaire comme là, à Soulaine, ça ne sera pas du 300 ans, mais on est parti pour des milliers d'années de toxicité sous le nez des gens, avec des rejets radioactifs, etc. Sur la santé, c'est vraiment pas bon. Mais il y a encore bien pire que ça, puisque ça, ce sont les déchets dits à vie courte, mais il y a ensuite les déchets dits à vie longue. Et donc, ceux-là, c'est tous ceux qui ont une toxicité bien supérieure, et surtout qui ont une toxicité qui va de 300 ans jusqu'à des milliards d'années. Alors ceux-là, on comprend bien qu'on ne peut pas les mettre en surface. Déjà les autres, ça paraît aberrant. Et ceux-là, le tour de passe-passe qui a été inventé au niveau international, c'est de faire un gros trou, 500 mètres de profondeur, et de les enfouir à 500 mètres de profondeur. Et on nous jure que pas de problème, pendant des milliers, des centaines de milliers d'années, des millions d'années, ça ne va pas bouger. Évidemment, tout géologue un peu intelligent, un peu compétent et un peu honnête vous dit qu'attendez, tout le sous-sol, partout, il est vivant, ça bouge, il y a de l'eau, et que donc un jour ou l'autre, la radioactivité va revenir dans ce qu'on appelle la biosphère, c'est-à-dire dans le milieu vivant. Donc l'enfouissement, c'est une aberration, mais tous les pays nucléarisés au monde se lancent là-dedans parce que ces gens-là n'ont pas été capables de trouver une vraie solution pour neutraliser la radioactivité. Donc pour résumer, il y a ceux qui sont à vie, les déchets à vie soi-disant courte, parce qu'on voit bien que tout ça c'est extrêmement relatif. Donc ça c'est stocké en surface à La Hague, et puis à côté des centrales nucléaires, ou c'est La Hague et Soulaine, c'est ça? C'est les deux centres. En fait, il n'y a que deux. On peut faire très simple, on va dire qu'il y a deux catégories majeures de déchets radioactifs. Ceux dits à vie courte, qui ont donc une toxicité de 300 ans, oui. Ceux-là, on va faire des tumulus dans des sites en surface. Donc c'est La Hague, à côté de l'usine de retraitement. Il y a un site poubelle. Le deuxième site poubelle qui existe en France, c'est Soulaine, en Champagne-Ardenne, dans l'Aube, pas très loin de la ville de Troyes. Bon, mais a priori, on a aussi j'allais dire la moins pire, mais déjà par elle-même, elle est extraordinairement toxique. Et la deuxième catégorie de déchets radioactifs, les hautement toxiques et à vie quasi éternelle,
ceux-là sont projetés à être enfouis dans le sous-sol. Alors effectivement, pour l'instant, ils sont outre des centrales dans les fameuses piscines de refroidissement, comme on l'a vu à Fukushima, parce qu'ils ont une autre caractéristique, ils ont des caractéristiques radiotoxiques, donc radioactives, mais ils ont aussi des caractéristiques chimiques, qui fait que ces déchets produisent des réactions chimiques et ça produit de la chaleur. Et donc, pendant quelques années, on les met en piscine pour qu'ils perdent une partie de leur chaleur, pas tout, mais une partie, et seulement après, donc au bout de 5 à 10 ans, ils sont projetés d'être enfouis à 500 mètres de profondeur. Voilà, les deux grandes catégories de déchets. Et pour l'instant, au monde, aucun pays n'a encore de site d'enfouissement qui soit en activité. Il y a quelques pays qui sont, j'allais dire, en pointe, la Finlande, la Suède, par exemple, la Belgique, la France, par exemple, avec un site d'enfouissement qui se trouve sur un petit village qui s'appelle Bure, à la limite donc de la Lorraine et de la Champagne, mais qui n'est pas encore en activité parce qu'il y a des études à faire et parce que les citoyens et les élus locaux se rebiffent. Donc, aucun site n'est encore en activité dans le monde. Oui, voilà, on a commencé à parler de Bure la dernière émission. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu un débat public pour informer la population de ce qui allait se passer sous leurs pieds, là Oui, alors là, la question est très intéressante parce qu'on appuie sur quelque chose qui fait mal, on appuie sur notre système démocratique. Et Bure est un exemple typique du comment fonctionne notre système démocratique. Et Bure, le projet de Bure date des années 1993, fin 1993, début 1994. Et depuis, les populations locales ont vécu tout ce qui est possible au niveau démocratique. Il y a eu des enquêtes publiques, il y a eu des débats publics, il y a eu la mise en place d'un CLIS, Comité local d'information et de suivi. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'outils qui ont été mis en place. On dit aux populations, allez-y, parlez, dites ce que vous voulez, etc. Mais on se rend compte qu'en définitive, tout ça ne sert strictement à rien. Il y a une façade démocratique, je dirais même un vernis démocratique. Voilà, vous pouvez dire, vous pouvez parler. Mais en fait, les pouvoirs publics se contrefichent totalement de ce que peuvent dire les populations. Au point qu'autour de Bure, une association d'élus s'est prise en main pour faire une pétition sur les deux départements concernés par Bure, la Haute-Marne et la Meuse. La pétition a duré 2 ans. Ils sont allés dans toutes les communes, ils ont fait du porte-à-porte. Et la question, c'était, on veut être entendu sur le projet de Bure. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, sous forme de référendum, sous forme de tout ce qu'on veut. Il y a eu 40 000 signatures qui ont été recueillies par les locaux pour être entendus sur ce projet. Et le gouvernement a balayé d'un revers de main cette demande de démocratie, j'allais dire, de base. Ah oui, on évoquait ça, durant la dernière émission aussi, que le lieu a été choisi parce qu'il y a une densité de population dans ce coin-là qui est faible et que a priori les pouvoirs publics pouvaient s'attendre à ce qu'il n'y ait pas une levée de boucliers et qu'il n'y ait pas vraiment d'opposition contre le projet. Bon, c'est un peu raté. Vous battez bien. Est-ce qu'il y a une autre consultation qui est prévue là où c'est fini, c'est scellé, Oui, alors j'insiste quand même sur le fait que le site de Bure a été choisi dans des conditions très particulières. D'une part, il y a 6 habitants au kilomètre carré. C'est une région qui n'a pas été choisie de manière anodine. 6 habitants au kilomètre carré, donc pas un chat. Donc c'est très facile, un quasi-désert. Et l'autre point, c'est qu'on a acheté nos élus, on a acheté les conseils généraux. En leur disant on va vous faire un laboratoire souterrain, il y aura de l'emploi et on leur donne de l'argent. Alors en cette époque, on n'a plus d'argent dans les caisses et on est capable de donner au Conseil général de Meuse et de même en Haute-Marne, les deux départements, on leur donne en ce moment 30 millions d'euros par an. Ils sont pris dans notre poche. Donc pour dire un petit peu, c'est vraiment un cas vraiment très atypique. Alors pour répondre à la question exactement, effectivement, il y a un autre rendez-vous vie démocratique très bientôt, en 2013. Il doit y avoir un nouveau débat public, puisqu'il y en a déjà eu un en 2005-2006. Oui. Et là, les associations sortent les fourches, parce que nous avons déjà vécu effectivement un débat public, cet outil démocratique, en 2005-2006. Et en fait, ça a duré très longtemps, ça a coûté 3 millions d'euros, enfin, etc. Et le résultat de ce débat public de 2005-2006, il a été retenu tout le contraire de ce que les gens avaient demandé. Et pour faire très simple, les gens avaient demandé, on veut être entendu, voilà, sous une forme ou une autre, on veut être entendu. Et le deuxième point, c'est qu'on ne veut pas d'enfouissement parce que ça nous fait peur. On veut garder les déchets nucléaires sous les yeux, donc on veut du stockage en surface, en subsurface et activer la recherche pendant ce temps-là.
Et la loi qui a suivi en 2006 a retenu tout à fait le contraire. Les gens ne seront pas entendus puisque nous avons une démocratie représentative, n'est-ce pas? Nous avons un parlement, nous avons des députés, donc les gens, hop, on les squeeze complètement. Et le deuxième point, vous voulez les garder sous les yeux, vous voulez de l'enfouissement, du stockage en surface, eh ben pas du tout, on ne le retient pas, on fait de l'enfouissement. Donc vous voyez, le débat public, les gens ici ne croient plus du tout, ils disent qu'on est bafoué, quoi. C'est vraiment... Voilà où on en est. Bon, c'est une constante dans l'industrie nucléaire. Hein. Je crois que ça, on peut pas. C'est ce qui est en train de se passer avec la ligne THT là, qui doit relier l'EPR. Voilà. Oui. Bon, on voit très bien que c'est toujours la même histoire. On choisit des lieux où il n'y a pas trop de résistance. On arrose les élus locaux, les débats publics, les enquêtes publiques. On s'en fiche complètement. C'est une vraie constance. Là, effectivement, on est dans quelque chose de très très grave, quoi. Alors vous vous battez bien. Je crois qu'il y a un rendez-vous. On va être obligé de clore. Je suis désolée, on pourrait en discuter pendant des heures parce qu'il y a aussi le problème du démantèlement des centrales. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, du transport de tous ces déchets qui traversent la France en avion, en train, en camion, voilà. Mais je crois qu'il y a en tout cas les 13 et 14 septembre, il se passe quelque chose à Bure. On peut peut-être en parler un peu et puis on rend l'antenne. Oui, alors pour conclure, effectivement, alors c'est un sujet très intéressant, je dirais, pour le public dans son entier, parce que ça démontre justement comment nous sommes gérés en quelque sorte. Alors de là, on a deux solutions, soit c'est le fatalisme, on baisse les bras, soit alors on fait, c'est à la mode maintenant, on s'indigne, on fait partie des indignés, on agit, on s'engage. Et donc, très prochainement, dans la région de Bure, on propose un festival qui s'appelle Petit Festival contre grosses poubelles nucléaires. Ça a lieu juste à côté de Bure, dans le village de Bonnet. Et c'est donc mi-septembre, c'est le 14, 15 et 16 septembre, où là, il va y avoir une partie festive avec de la musique, des numéros de cirque, etc. Mais il y a aussi un grand rendez-vous sur les gens qui ont déjà vécu ce genre de poubelles nucléaires. Ils viennent apporter leur témoignage, comment ils ont lutté contre l'Andra, comment ils ont réussi à faire capoter tous ces projets. Donc il va y avoir un grand moment, et évidemment tout le monde est invité, donc le 14-15 septembre dans la région de Bure. Voilà, et donc il y a peut-être un site ou quelque chose qu'on peut aller consulter, ou on peut peut-être aller voir le burestop.org, ils doivent annoncer les festivités. Et, bon, écoute, Michel, je te remercie beaucoup. On te réinvitera parce que tu es un puits de science par rapport à ce sujet. Et oui, le mot est mal choisi. Bon. Oui, tout à fait. Bon, ok. Mais on croit à la vie et c'est pour ça qu'on se bat et voilà. Donc bon. Merci infiniment, merci à Radio Galère. Écoute, à très bientôt et puis merci à toi. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Prochaine émission dans 15 jours.